Classique. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il y a l'épisodie de dermatose nodulaire, le faible cours du blé, le prix élevé des engrais et désormais la signature prochaine du Mercosur. Voilà ce qui alimente la colère des agriculteurs. Et on va en débattre dans Esprit Libre. Il est 8h39. Bonjour Rutel Krief. Bonjour Charles. Éditorialiste Bonjour Nicolas politique. et bonne année à tous. Et bonne année. Vous êtes accompagné, comme tous les jeudis d'ailleurs, par le directeur fondateur de l'Opinion. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Charles. Alors, le Mercosur. Bonne année aussi. Et bonne année pour ce mercredi. Ce mercredi, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit jeudi. Non, c'est bon. On est bien mercredi. Les agriculteurs ont donc commencé les blocages depuis plusieurs semaines. La signature annoncée la semaine prochaine du Mercosur va faire changer de dimension cette colère, Rutel Krief. C'est un malentendu profond, c'est quelque chose d'assez existentiel en fait. On est dans quelque chose qui peut durer parce que les agriculteurs sont... il y a cette épisodie évidemment de dermatose, et tant mieux si les prévisions que nous a expliquées Hervé tout à l'heure dans la revue de presse se confirment. Mais c'est vrai que sur le Mercosur, il y a un certain nombre de garanties qui commencent à être données, mais même certaines filières agricoles sont favorables à ce Mercosur, seront avantagées par ce Mercosur. Mais on les entend très peu. Mais on les entend très peu. Donc le résultat, c'est que ça va durer. Ce qui m'inquiète, c'est la surenchère entre les syndicats et la surenchère des partis politiques qui ne voient pas que c'est peut-être un très bon débouché face aux droits de douane états-uniens. Nicolas Bétou. Moi, je suis frappé par l'échec français de cette affaire. On verra quelle sera la position de la France avant la signature la semaine prochaine du traité du Mercosur au Paraguay. Mais dans tous les cas de figure, la France est la grande perdante de cette affaire. Et sur un point qui est probablement l'une des plus importantes politiques européennes, la France, membre fondateur de l'Europe, va se retrouver isolée et cornérisée. Et au fond, ramenée au fond de la classe avec des pays comme la Hongrie. Vous vous rendez compte, la Hongrie qui est, pour le reste, traitée par la France comme une espèce de malade contagieuse. Et la Pologne. Donc, et la Pologne. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis 25 ans, ce traité est en négociation. Et depuis 25 ans, les différents gouvernements, mais essentiellement les derniers, ceux d'Emmanuel Macron, ont laissé monter une colère sans jamais essayer de la contenir et de provoquer du débat. Ce qui est très frappant, c'est que 100% des parlementaires, députés et sénateurs ont voté contre le traité du Mercosur. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas un sujet sur lequel... Alors, sauf s'il faut dire qu'il faut réhabiliter Hitler, ce qui serait évidemment d'une débilité absolue. Mais il n'y a pas un sujet en France qui rassemble 100% des opinions. Comment est-ce que la chose a été possible ? Parce que il y a une espèce de conjonction, une forme de sympathie pour les agriculteurs. Vous notez d'ailleurs qu'on ne dit pas les agriculteurs. Les hommes et les femmes politiques disent toujours nos agriculteurs. Oui, on dit ceux pas qui nous nourrissent. Nos chefs d'entreprise, on dit nos agriculteurs. Bon, il y a ça, il y a le petit contre les grosses fermes agricoles du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, etc. Et puis et de l'Argentine. Et puis il y a cette espèce de déclassement que les agriculteurs ressentent vis-à-vis du reste de la population. Et ça, on n'a jamais essayé de le contester. Et donc le fait d'avoir laissé dériver le débat et puis il y a aussi en France le fait qu'on n'aime pas le libre-échange et le commerce international. Mais le fait d'avoir laissé s'installer un non-débat, c'est-à-dire une unanimité, est une responsabilité écrasante de la France. Et donc, on va le payer. Emmanuel Macron et la France vont être cornérisés, ridiculisés en l'occurrence, et ça va nourrir des blocages d'agriculteurs. C'est celle-là, je peux vous l'annoncer, une immense crise qui s'annonce. Et autant Emmanuel Macron a marqué des points, on y viendra sûrement, sur les affaires liées à l'Ukraine et aux forces à déployer là-bas, autant il a vraiment perdu une très lourde partie sur le Mercosur. Moi, Toujours sur la crise agricole. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis complètement d'accord avec Nicolas, mais c'est vrai qu'il faut absolument marquer et noter la responsabilité de tous les partis politiques. C'est frappant. On a une droite qui n'assume absolument pas une vision plus globale
global du commerce mondial, qui ne voit pas, évidemment, qui ne voit pas l'intérêt pour d'autres secteurs, y compris agricoles, de ces accords-là. Et voilà. Alors la pression peut être utile. Il y a les clauses de sauvegarde qui vont être activées. C'est ce que promet la Commission s'il y a des produits qui sont vraiment déstabilisés par le marché, par l'accord Mercosur. La pression peut être utile, mais le non absolu et définitif est quelque chose qui est très inquiétant, effectivement, comme irresponsabilité collective. Et désormais, il y a l'urgence à gérer, puisque les syndicats de nos agriculteurs, on dit, ont décidé de monter à Paris, mais alors il y a des arrêtés pour interdire les tracteurs dans la plupart des régions. Ce qui est frappant aussi, si je peux, pardon de vous interrompre, mais rajouter à ce que disait Ruth, une autre donnée, non seulement les partis politiques qui sont plutôt pour une économie ouverte se sont tus systématiquement, mais les autres secteurs industriels, les autres secteurs du commerce, les autres métiers qui vivent du commerce international, qui échangent, qui exportent, qui importent des matières premières, n'ont pas non plus pris la parole. Parce que ce débat a été interdit. Et on voit bien ce qui se passe quand un débat est interdit, une unanimité se forme, les nuances disparaissent, et seul l'excès prend possession du territoire. La responsabilité donc des politiques, des entreprises. Mais désormais, je disais, c'est donc l'urgence. Comment on fait dans ces cas-là, quand on est au gouvernement, pour gérer cette urgence et cette colère que vous nous annoncez? Il va y avoir des annonces tous les jours, des grands discours, des promesses. On va passer de 1% des produits qui seront contrôlés à 2%. Ça n'aura aucun effet. Exactement. Non, mais c'est pour ça. C'est ça. En fait, on va et la crise va durer au moins jusqu'au salon de l'agriculture. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un des murs qui se dessine là comme ça, qui est en train de se construire face au gouvernement, aussi important, aussi grave peut-être que le budget ou que d'autres sujets. Nicolas Bétou. Oui, je pense que c'est une actualité qui va écraser celle du budget, qui est pourtant très importante. La France se dirige tout droit vers un budget très marqué par les désirs socialistes et des impôts nouveaux, ce qui est une nouvelle catastrophe. Mais celle-là, c'est la même chose que pour le Mercosur, en quelque sorte. C'est une catastrophe qui se paiera dans quelques mois ou dans quelques années, donc on s'en occupe pas. La catastrophe qui va se produire là, c'est un très profond mécontentement des agriculteurs. Et ceux-ci, malheureusement, ont des habitudes de protestation qui vont bloquer la France. Venons-en désormais à l'Ukraine, puisqu'hier il y avait cette réunion de la coalition des volontaires à Paris qui s'est conclue par la signature d'une déclaration d'intention signée par la France, le Royaume-Uni et l'Ukraine pour le déploiement de troupes en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Emmanuel Macron a parlé de plusieurs milliers d'hommes. Est-ce que désormais le plus difficile ne va pas être de convaincre les opinions publiques? D'abord convaincre Poutine quand même un peu. Déjà, ce qu'il faut bien préciser, là-dessus il faut être très précis. D'ailleurs Emmanuel Macron l'a plutôt été, c'est une force qui s'installerait en cas de cessez-le-feu. Et bien entendu de paix. Donc on n'y est pas encore. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a un succès diplomatique. Christian Macron l'a bien expliqué aussi. Voilà. Il y a un succès diplomatique qui est important, qui est un succès non pas seulement d'Emmanuel Macron, mais aussi de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui tous les deux, qui sont d'ailleurs très faibles dans leur pays, ont profité du terrain international pour essayer de se refaire une popularité et qui ont marqué des points en l'occurrence. Donc aussi bien Macron, je l'ai dit, a perdu sur le Mercosur, ou est en train de perdre, aussi bien il a marqué des points sur la force d'intervention. Ce qui est intéressant, c'est le revirement des États-Unis et le fait que les États-Unis soient revenus dans cette coalition. Il y a presque un an, Trump giflait quasiment en public dans son bureau Zelensky. Aujourd'hui, les Américains reviennent. Comment est-ce que les choses se sont faites? Moi, je pense que c'est la preuve qu'une forme de détermination collective des Européens peut suffire à exister par rapport aux atermoiements américains. Les Européens, ce qu'on appelle la coalition des volontaires, il y a beaucoup d'Américains, il y a le Canada, la plupart des pays européens, mais il y a l'Australie, mais il y a le Canada, il y a beaucoup d'autres pays. Ont montré qu'ils étaient plutôt unis et plutôt derrière à la fois Macron, Starmer et Friedrich Merz, le chancelier allemand. Et donc c'est cette détermination qui a fini par convaincre, semble-t-il, les Américains qui ne pouvaient pas rester complètement en dehors du sujet. Donc vous êtes en train de nous dire que l'union fait la force. L'union fait la détermination fait la force. L'union, on verra bien parce qu'il reste plein de détails, mais la détermination fait la force, ou en tout cas a obligé les Américains à se sentir
en difficulté d'être complètement exclu. Moi, alors, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est un succès diplomatique. Alors, encore une fois, il faut d'abord qu'on arrive au cessez-le-feu, et on en est loin, donc en fait, on est un peu sur sur un projet bien lointain. Malgré tout, deux petites réserves. D'abord, les Italiens et les Allemands ont déjà prévu qu'ils n'enverraient pas de troupes du tout au sol, même en troisième ligne. Hein. Les Allemands ont dit on enverra des troupes, mais dans des pays membres de l'OTAN qui sont voisins de l'Ukraine. C'est ça, donc pas en Ukraine. Seuls les Anglais et les Français y seraient. Donc la France est le seul pays de l'Union européenne. Oui, exactement. Et puis surtout, moi, ce qui commence à m'inquiéter, c'est qu'en fait, les Américains se sont engagés, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils attendent en échange ? Est-ce que, d'une certaine façon, il n'y avait pas déjà, ou en ce moment déjà dans leur esprit, une forme de monnaie d'échange avec le Groenland ? Est-ce que maintenant, on n'est pas... Puisqu'on vous soutient sur l'Ukraine de cette façon qui est quand même assez virtuelle parce qu'on n'en est pas là totalement, en fait maintenant on peut faire ce qu'on veut sur le Groenland et vous voyez bien qu'on peut, on a les moyens de notre force. Et je ne sais pas si dans l'esprit des Américains, enfin de l'équipe Trump en l'occurrence, il n'y a pas ce calcul aussi. Je vous donne un soutien sur l'Ukraine, mais laissez-moi tranquille sur le Groenland parce que c'est chez moi. Je vous aide sur l'Europe, c'est déjà bien gentil, mais alors maintenant, arrêtez de m'ennuyer sur une forme de ce que je considère comme un terrain propre et mon espace vital en quelque sorte. Nicolas Bétou. Et là aussi, la détermination des Européens, y compris les Anglais, qui ne sont tout de même pas très loin, sera absolument considérable. Il n'y a absolument aucun doute que on est là dans un espèce de rapport de force, un bras de fer que l'administration Trump est en train d'engager avec les Européens et avec les Danois, bien sûr, au sujet du Groenland. Moi, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il y ait une intervention militaire sous quelque forme que ce soit, d'un pays membre de l'OTAN sur un autre pays membre de l'OTAN. Ça me paraît lunaire. Alors, vous me direz, avec Trump, on peut avoir tous les excès, il y a nos limites. Mais tout de même, ça me paraît fou. En revanche, que ce territoire qui est en effet encerclé de navires et de menaces chinoises et russes, que ce territoire renforce sa défense et que cette défense, pourquoi pas, à terme, sous égide de l'OTAN, par exemple, soit partagée et assumée en partie par les Américains. Après tout, on s'est désolé, il y a un an, que les Américains disent « je vais me retirer d'une forme de protection de l'Europe et de la participation à la défense de l'Europe ». Là, ce serait pas non plus infamant que les Américains viennent de façon plus intense et plus présente au Groenland, avec les Européens, bien sûr, avec les Européens, pour défendre ce territoire qui est en effet stratégique. Et là encore, c'est une question de détermination et d'union des Européens. Ils ont des bases déjà. Ils sont déjà installés, les Américains, au Groenland. La vérité, c'est la méthode, c'est la façon dont ils veulent prendre possession de façon brutale, violente, sans passer par le Danemark, sans passer par les autres pays européens, en s'adressant directement au Groenland, en leur promettant de déverser des millions de dollars pour prendre possession des terres rares, en l'occurrence que c'est l'enjeu fondamental. Avec le stratégique. Et puis les routes, quoi, le transport. Mais enfin bon, et c'est la méthode qui est quand même problématique. Et là-dessus, on est un peu démunis malgré tout. Oui, la détermination européenne, on voit bien les déclarations, certains qui proposent de faire une forme de base militaire pérenne européenne pour montrer notre détermination. Mais enfin, c'est sûr qu'on va pas se mettre en guerre avec l'Amérique, ou alors. Personnellement, je ne l'espère pas. Non, mais moi non plus. Je veux dire, je pense que c'est pas très réaliste et il faut espérer que Trump ne nous mette pas dans des circonstances telles. Mais c'est vrai que la méthode de Trump, qui est de faire cette OPA brutale, sans calculer le Danemark qui est un des pays les plus pro-américains des États-Unis, de l'Union européenne, est une gifle quand même, est une méthode extrêmement brutale. Oui, mais si les Européens dénoncent la méthode sur le Groenland alors qu'ils ne l'ont pas fait sur le Venezuela, est-ce que ça n'est pas contradictoire ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le Groenland est un territoire qui fait partie d'une grande démocratie. C'est un vrai pays démocratique. Enfin, ça n'a aucun rapport. Il faut quand même pas oublier que, je pense pas qu'on va débattre ici du Venezuela, mais c'est une dictature. Et donc, il y a une vraie différence entre envahir une dictature et essayer de régler le problème, ce qui n'est pas fait jusqu'au terme, mais d'un pays comme le Venezuela, et envahir un pays comme l'Ukraine, qui, même si c'est une démocratie imparfaite, est une démocratie. Envahir le Danemark serait vraiment
En tout cas, c'est extrêmement différent de ce qu'est l'opération Venezuela. L'inquiétude sur le Venezuela, c'est qu'on voit pas très bien les perspectives et que l'objectif fondamental et ce sur quoi les Européens doivent absolument insister, c'est le retour de la démocratie dans ce pays. Et pour le moment, on n'a pas le sentiment que ce soit l'objectif de Trump, qui est en train de laisser faire, et que la situation actuelle au Venezuela est très inquiétante. Elle est menaçante pour les opposants, il n'y a pas de perspective, et peut-être que ce sont des deals avec les sbires de Maduro qui sont en marche. Alors bon, il faut espérer, et c'est le seul message que doivent adresser les Européens unis, c'est que faire pression pour que la démocratie revienne. Et toutes les discussions, sur évidemment ceux qui veulent le retour de Maduro, c'est tellement monstrueux, ou ceux qui, au nom du droit international, voulaient laisser le pays dans cet état, pour moi, sont dépassés. Aujourd'hui, la seule question, c'est de dire il faut que la suite soit le retour de la démocratie. Et c'est pas gagné. Et ça n'est pas gagné. Merci Rutel Krief, éditorialiste politique, et merci Nicolas Bétou, directeur fondateur de l'Opinion, dans Esprit Libre ce matin. Merci. Avec nous. Il est 8h54. Je vous propose de terminer un petit peu de musique avec cet extrait de Brigitte Bardot qui est inhumée aujourd'hui à Saint-Tropez, au cimetière marin. Elle en parlait d'ailleurs de ce cimetière dans un documentaire en 1982 sur Antenne 2, comme on disait à l'époque. Brigitte Bardot telle quelle, c'est le nom du reportage. Alors ça, c'est le plus beau petit cimetière du monde. Et c'est là que je viendrai dormir pour l'éternité. La Madrague, 1963, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, inspirés de la propriété que Brigitte Bardot avait achetée à Saint-Tropez en 1958. Dans un instant,